Mesdames et messieurs, nous allons commencer, chers collègues. Je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne année sereine. Je pense que c'est le meilleur adjectif qu'on puisse utiliser. Pour cette première réunion de notre commission pour l'année 2025, je souhaite donc la bienvenue en votre nom à Monsieur Sébastien Cavalier, président exécutif de la société Pass Culture. Le 17 décembre dernier, la Cour des comptes a publié un premier bilan de la part individuelle du Pass Culture. Ce rapport émet plusieurs constats et recommandations sur ce dispositif mis en œuvre en 2019 à titre expérimental et généralisé en 2021. Il incite à faire évoluer cet outil afin de le rendre plus pertinent au regard des objectifs de démocratisation et de diversification culturelle qu'il incarne. C'est notamment sur les conclusions de ce rapport que nous souhaiterions vous entendre. Anticipant certains constats de ce rapport, la ministre de la Culture a annoncé en octobre dernier une prochaine réforme du Pass Culture en le recentrant vers les jeunes les plus éloignés de la culture. Elle a également indiqué vouloir réserver une part du montant du Pass à la réservation d'offres de spectacles vivants qui sont aujourd'hui trop faiblement choisis par les jeunes. Dans cette optique, 2 rapports de mission flash lui ont été remis. L'un portant sur l'impact du Pass sur le secteur du livre et de la lecture, donc la valorisation des librairies indépendantes et l'élargissement du Pass à la presse écrite. L'autre rapport sur la mise en œuvre de cette part réservée au spectacle vivant. Donc nous attendons la publication de ces 2 rapports avec grand intérêt, mais j'imagine que vous pouvez d'ores et déjà nous faire part de leurs principales conclusions. Et avant de vous céder la parole, Monsieur le Président, je souhaiterais vous poser, je dirais, 2 questions assez précises. J'aimerais évoquer avec vous le renforcement de l'offre de médiation. Certes, l'existence d'un système de recommandation au sein de l'application Pass Culture y participe, mais la mise en place d'une médiation physique, au plus près des bénéficiaires, pourrait être envisagée. Celle-ci est, à mon sens, fondamentale pour parvenir à attirer les jeunes hors de leur zone de confort, inciter à la découverte et éviter la reproduction des habitudes de consommation. Si la part collective du Pass Culture est plébiscitée, l'absence de prise en charge de transport des élèves demeure un frein pour les établissements scolaires et notamment les établissements en zone rurale. Avez-vous donc réfléchi à des solutions, Monsieur le Président? Par exemple, est-il possible d'accélérer le développement de partenariats avec les collectivités territoriales? Concernant la réforme qui vise à recentrer le Pass sur les jeunes les plus éloignés de la culture, quel impact prévoyez-vous pour la société Pass Culture, notamment si celle-ci doit traiter les dossiers des bénéficiaires afin de vérifier qu'ils remplissent des conditions d'éligibilité? Et enfin, la Cour des comptes réitère une recommandation fréquemment émise, faire de la société Pass Culture un opérateur de l'État. Une évolution qui serait pertinente au regard de ses modes de fonctionnement et de financement. Une telle transformation est-elle aujourd'hui envisagée? Monsieur le Président, je vous donne donc la parole pour une quinzaine de minutes et puis ensuite nous échangerons avec les orateurs de groupe et vous-même. Je vous laisse donc la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour et bonne année. Et effectivement, je vous souhaite également une année sereine. Je suis heureux d'ouvrir les travaux de cette commission culture en 2025. Je vais essayer dans mes propos liminaires de répondre en partie à vos questions et si j'échoue, je compléterai ensuite. Je voudrais d'abord vous dire que quand j'ai pris la présidence de la Société Pass Culture, je l'ai fait parce que j'ai trouvé que c'était un sujet passionnant, qui est celui en fait de l'émancipation de la jeunesse, qui est quand même assez fondamental puisque c'est la question de savoir comment on crée les citoyens de demain, comment on forme les citoyens de demain et comment on forme les gens qui demain auront les rênes de notre société. J'ai trouvé que c'était un sujet passionnant également parce qu'on essayait d'inventer une nouvelle façon de faire de la politique publique, une nouvelle façon de faire des politiques culturelles, notamment en centrant notre attention sur la question des publics, sur un public spécifique qui sont les 15-18 ans, et que donc je voyais dans le Pass Culture finalement une activité de recherche, de développement très appliquée.
Force est de constater qu'aujourd'hui, les jeunes ont plébiscité le pass culture puisqu'ils sont plus de 4,6 millions à avoir bénéficié du pass depuis la création du dispositif et ils sont 84% à l'âge de 18 ans de bénéficier du dispositif. Nous, à la Société Pass Culture, on est convaincus que ce succès quantitatif, qui n'est jamais acquis parce que chaque jour, des jeunes fêtent leur anniversaire et chaque jour, il faut convaincre de nouveaux jeunes de rejoindre le dispositif, on est convaincus qu'il repose sur 3 éléments fondamentaux qui étaient à la base du projet. Le premier, c'était la question de l'universalité. C'est-à-dire qu'on considère les jeunes pour ce qu'ils sont et on ne les renvoie pas à une condition particulière qui, pour eux, est souvent perçue comme une condition négative, à savoir être en échec scolaire, être issu d'un milieu défavorisé, résider dans une zone éloignée. Et donc, il y a cette idée que finalement, tout le monde est égal et tout le monde peut bénéficier du pass. Et finalement, il y a une sorte de communauté autour du pass. Le deuxième principe fondamental, c'est celui de la liberté de choix. À 18 ans, les jeunes sont majeurs, ils sont électeurs, ils contribuent à vous élire. Et donc, on considère qu'on va leur laisser le choix de choisir ce qu'ils veulent, de choisir leurs pratiques culturelles. Et il n'y a pas de hiérarchie qui s'est imposée dans les pratiques culturelles. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est de les accompagner d'un certain point de vue, ou en tout cas de leur donner envie de à la fois trouver ce qu'ils aiment, mais également découvrir d'autres choses. Mais cette notion de liberté, elle est vraiment importante. Et puis la troisième idée, c'était la question de la simplicité. Comment faire pour que ce dispositif soit accessible le plus facilement possible? Et en 2023, le Conseil d'État, dans un rapport sur le dernier kilomètre dans les politiques publiques, a salué la capacité du pass à aller vraiment au plus près des jeunes pour leur donner envie de s'inscrire. Et c'est vrai que s'inscrire au pass culture, ça prend quelques minutes. Ces principes, en fait, les jeunes les ont tout de suite endossés parce qu'ils y voient à la fois une marque de considération à leur égard et une marque de confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le sondage qu'a publié la Cour des comptes, on voit que plus de 85% des jeunes utilisateurs sont satisfaits du pass culture. Pour autant, vous suivez autant que moi et probablement même plus que moi l'actualité et les débats de ces derniers mois, de ces dernières semaines, à la suite notamment de la publication des rapports dont vous parliez, Madame la Présidente, mais aussi de point de vue de chercheurs et d'universitaires indépendants, ont montré à quel point ces principes ne faisaient pas consensus et à quel point, à travers le pass culture, qui est un projet, une politique, ça soulevait des questions beaucoup plus larges sur notre rapport à la jeunesse, notre définition de la culture, notre vision de ce que peut être l'émancipation culturelle. Si bien que ce sujet que j'ai toujours trouvé passionnant est devenu un sujet passionnel. Et je vais essayer, si vous m'y autorisez, à prendre un tout petit peu de recul et à essayer de sortir de la dimension passionnelle pour essayer d'être un peu plus rationnel. D'abord, qu'est-ce que le pass culture aujourd'hui? Je crois que c'est important de le rappeler. Au moment de sa création, tout le monde s'est focalisé sur le fait que le pass culture, c'était un chèque de 300 €, point à la ligne. Aujourd'hui, le pass culture, c'est beaucoup plus qu'un chèque de 300 €. Certes, il y a 300 € et c'est finalement la condition nécessaire mais pas suffisante pour donner envie aux jeunes de se mobiliser et nous, pour nous permettre de construire une relation avec eux. Mais aujourd'hui, le pass, c'est quoi? C'est d'abord une application avec énormément de services, la capacité de découvrir les lieux culturels autour de chez soi, la possibilité d'avoir accès à de la géolocalisation, la possibilité d'avoir accès à des playlists qui sont faites pour partie par des jeunes, pour partie par des professionnels, par exemple l'Association française des cinémas d'art et d'essai. C'est la possibilité d'éditorialiser, de mettre en avant des thématiques particulières. Et là, dans cette deuxième quinzaine du mois de janvier, nous allons avoir une opération spéciale de valorisation des métiers de la culture. C'est aussi tout un écosystème de réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes s'informent et ont accès à l'information et au contenu à travers les réseaux sociaux. Donc nous sommes sur les réseaux sociaux pour leur proposer des contenus qui ne sont pas les contenus dominants qu'ils peuvent trouver à travers les GAFA. Donc si vous allez sur notre compte Instagram, par exemple, vous verrez qu'à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame, nous les avons sensibilisés à toute l'œuvre et à tous les combats de Victor Hugo. C'est tout un écosystème de marketing digital où on leur raconte des histoires à travers des newsletters, des notifications. Mais c'est aussi très concrètement sur le terrain
des communautés d'ambassadeurs dans une trentaine de villes, des communautés thématiques autour du cinéma, de la lecture, du spectacle vivant. Et c'est toute une série d'événements exclusifs, comme par exemple la possibilité qui a été donnée début septembre à 300 jeunes de participer au gala de la Philharmonie de Paris. Et c'est surtout un éventail de services qui s'adapte en permanence aux demandes de ces utilisateurs pour essayer d'être le plus près possible de ce que ces gens-là demandent. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à construire en 3 ans au Pass Culture ? Et je vous le dis parce que c'est un peu les fondements qui nous permettront de poursuivre ensuite. Le premier, c'est un succès public. Comme je vous le disais, le Pass Culture, c'est devenu un événement générationnel. Il y a quelques années, le journal La Croix avait titré « Génération Pass Culture ». Quand vous avez 85% des jeunes qui ont le Pass Culture, ça veut dire que vous allez dans la rue, vous croisez un jeune, vous lui dites « Qu'est-ce que tu as fait avec le Pass Culture ?» et vous allez pouvoir commencer à engager une discussion avec lui. Ces jeunes, ils sont représentatifs de la société française. Ils vivent autant en zone rurale qu'en zone urbaine, autant en quartier politique de la ville qu'en quartier plus aisé. Pour vous donner encore une fois un chiffre qui sort du rapport de la Cour des comptes, 77% des jeunes dont les parents n'ont fait aucune étude supérieure ont téléchargé le Pass Culture. Pour ceux dont les parents ont fait des études supérieures, on est à 87%. Cet écart de 10 points, il est finalement assez faible parce que quand on regarde les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, on se rend compte que l'écart entre les jeunes qui ont fait des études supérieures dont les parents n'en ont jamais fait et les jeunes qui ont fait des études supérieures dont les parents en ont fait est de 50 points. Donc le Pass Culture ne règle pas tous les problèmes, mais en tout cas on voit qu'il touche assez largement son public. La deuxième chose, c'est que le Pass Culture, c'est devenu un espace de conversation, un espace de dialogue et de participation avec les jeunes. Pourquoi ? Parce que finalement, les jeunes ont de plus en plus confiance dans ce qui leur est proposé parce qu'ils ne se sentent pas jugés, ils n'ont pas l'impression qu'on va leur imposer nos choix. Et donc, parce que finalement, il y a cette confiance et cette considération, ils sont plus enclins à suivre nos recommandations. Ça ne veut bien évidemment pas dire qu'ils les suivent toutes, mais en tout cas, on crée un espace où il y a du respect mutuel. Et donc, le Pass est de plus en plus perçu comme un média culturel, un lieu où on va pouvoir s'inspirer, trouver des idées, trouver des contenus, découvrir des lieux. C'est aussi un espace d'expression des droits culturels, car nous sommes extrêmement attentifs, en lien avec nos 40 000 partenaires, à proposer aux jeunes la capacité de s'investir, d'agir, de ne pas être seulement des consommateurs de la culture, mais des producteurs de culture. Et je vous donne un seul exemple. Nous avons un programme d'ambassadeurs associés et le CDN de Toulouse, de La Criée, a un groupe de jeunes avec lequel il travaille depuis 2 ans. Et en 2 ans, on est passé de 80 places achetées par des jeunes pour aller au CDN à 400 places. Donc on voit bien qu'on peut faire bouger les lignes. Et quand on regarde un petit peu les évolutions, parce que finalement ce qui est important c'est de regarder les évolutions plus qu'une image photographique à un instant T, on fait des études sur ce qu'on appelle les cohortes sortantes, c'est-à-dire qu'on regarde tous les 6 mois ce qu'ont fait les jeunes qui sont sortis du Pass. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les 2/3 des jeunes qui sont sortis du Pass ont découvert un nouveau lieu culturel. On a gagné 13 points en 1 an et demi. On se rend compte que 54% d'entre eux ont fait des réservations dans des domaines qu'ils ne connaissaient pas. On a gagné 16 points en 1 an et demi. On se rend compte qu'un tiers d'entre eux nous disent qu'aujourd'hui, la culture a une place plus importante dans notre quotidien. Ces résultats, je vous les donne en primeur. On n'a pas encore publié les résultats de l'étude, ça viendra bientôt. Donc ce qu'on constate, c'est quoi ? C'est que finalement, le Pass Culture devient de plus en plus, c'est un travail de longue haleine, mais devient de plus en plus un espace de découverte et un espace d'inspiration pour les jeunes. Enfin, dernier point sur ce qu'on a réussi à construire, nous avons aujourd'hui un outil souverain d'information culturelle dans lequel, partout en France, vous pouvez retrouver les lieux culturels et les offres proposées par 40 000 acteurs culturels. Dans un monde où l'accès à l'information, l'accès au contenu est de plus en plus dominé par le numérique, et le numérique, c'est souvent les GAFA, et on suit tous les sujets actuels sur les GAFA, les changements de règles, l'arrivée du président américain Donald Trump, je pense que c'est important qu'on ait un outil souverain grâce auquel et à travers lequel on puisse porter un regard et porter un discours différent sur la culture et sur ce qu'il faut voir. Tout ça me permet de dire qu'aujourd'hui, nous disposons de bases solides
pour mettre en œuvre les réformes et les évolutions que souhaite la ministre de la Culture et qu'elle a exprimées dans sa tribune du mois d'octobre dans le journal Le Monde, à laquelle vous faisiez référence, Madame la Présidente. Premier élément de la réforme, les nouveaux paramètres. Comme vous le savez, la situation budgétaire est actuellement assez complexe et donc nous devons faire évoluer les paramètres du pass culture. Aujourd'hui, les arbitrages n'ont pas été rendus, donc je ne pourrai pas vous faire de grandes révélations, mais les paramètres sur lesquels on travaille, ce sont les suivants. Le premier, c'est les classes d'âge. Est-ce que demain, les mêmes classes d'âge auront tout accès au pass culture ou est-ce qu'il faudra réduire les classes d'âge? Le deuxième, c'est les montants. Est-ce que les montants alloués aux jeunes seront les mêmes ou est-ce qu'ils vont être réduits? Le troisième, c'est une bonification sous conditions de ressources. Et là, l'objectif, il est très clair, c'est de faire en sorte que les jeunes n'aient à faire aucune démarche spécifique pour pouvoir prétendre à cette bonification. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on va utiliser les bases de données existantes, probablement du quotient familial, pour en fait leur donner les crédits de manière immédiate sans qu'ils aient à faire la moindre démarche, parce qu'on sait à quel point faire ces démarches en fait éloigne les jeunes du dispositif et éloigne les jeunes en général. Vous savez que le taux de non-recours au dispositif d'aide sociale, il est supérieur à 100% parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de faire ces démarches-là ou ne peuvent pas les faire. Donc on veut absolument éviter ça. Et le dernier élément, vous en avez parlé, c'est la question d'une enveloppe dédiée au spectacle vivant. Le deuxième élément de la réforme qu'a souhaité la ministre, c'est la question de l'éditorialisation et de la médiation. Et donc c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux jeunes de sortir de leur zone de confort. Et comme je vous le disais, je pense que nous avons une capacité croissante à le faire parce qu'ils nous font confiance et parce qu'ils ne se sentent pas jugés à travers le pass culture. Donc pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait, de ce qu'on va bien évidemment continuer à faire et de ce qu'on va amplifier parce que c'est un élément absolument fondamental de l'évolution du dispositif. Si vous suivez notre compte Instagram, vous verrez par exemple qu'on a mis en avant l'exposition Caillebotte, qu'on met en avant des recommandations de spectacles vus par des jeunes, qu'on a mis en avant le prix Joséphine qui récompense les jeunes artistes musicaux de l'année. Vous verrez qu'à l'automne, au mois de novembre, on a fait un temps fort sur le spectacle vivant qui a permis de valoriser fortement cette esthétique. On avait 1000 partenaires qui ont participé et on a réussi en 15 jours à vendre 3600 places. Donc ça montre qu'il n'y a pas de fatalité et que les jeunes peuvent tout à fait aller voir du spectacle vivant. On a également développé des systèmes de vlog. Donc le vlog, c'est des petites vidéos où on donne la possibilité à des jeunes de raconter le spectacle qu'ils ont vu et partager les émotions qu'ils ont vécues. On l'a fait autour du spectacle de Wajdi Mouawad, Racine Carré du Verbêtre et autour de Lacrima. Dans les deux cas, on a eu plus de 80 000 vues de ce vlog et surtout, on a eu des centaines de places achetées derrière. Donc on voit bien qu'on peut faire bouger les lignes et on sait qu'on a encore énormément de marge de progression. On va développer les parcours d'artistes, les parcours thématiques, etc., etc. Et pour nous, c'est fondamental parce que c'est effectivement ce contrepoids à une vision un petit peu caricaturale et peut-être que nous ne souhaitons pas voir trop se développer à travers les GAFA. Troisième élément que la ministre a mis en avant, c'est le lien entre la part individuelle et la part collective. Aujourd'hui, ce lien, il existe parce que vous avez en France des centaines de milliers d'enseignants dans les lycées qui bénéficient de la part collective et qui font une promotion active de la part individuelle auprès de leurs élèves. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, si vous prenez les jeunes de 16 ans, on en a les 2/3 qui ont le pass culture. Ces liens, ils vont être amenés à s'enrichir parce que quand nous aurons obtenu les accords juridiques, notamment de la CNIL, pour mettre en lien des bases de données, il nous sera possible, par exemple, de permettre aux jeunes de suivre son parcours culturel de la 6e jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, on a énormément de perspectives qui s'annoncent. Il faut juste qu'on arrive à régler le problème juridique préalable. Et puis le dernier élément qu'a annoncé également la ministre, c'est de se dire, mais finalement, on a un outil assez unique, assez extraordinaire. Il bénéficie aux jeunes aujourd'hui, demain, finalement, cet outil d'information, ce GPS de la culture, ou ce pariscope numérique en couleur, illustré, éditorialisé, qui ne couvrirait pas que le spectacle, mais tous
toutes les thématiques de la culture, eh bien, il pourrait être en fait accessible à toute la population française. Et c'est le sens de l'expérimentation que nous avons lancée dans le Grand Est, qui va nous permettre de voir si demain, l'investissement important que la puissance publique a fait dans cet outil ne sera pas, si vous m'autorisez ce terme économique, amorti uniquement sur les jeunes, mais amorti sur toute la population française. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous allons donc maintenant passer aux questions des orateurs de groupe, en commençant par le Rassemblement national. Anne Sicard. On ne vous entend pas. Ça y est. Merci Madame la Présidente. Monsieur Cavalier, vous répondez devant notre commission de l'échec d'une politique qui n'aura pas atteint l'objectif de faire découvrir la beauté de la culture française à nos jeunes compatriotes. L'offre individuelle du Pass Culture, loin de valoriser la littérature, les arts et le cinéma français, a fait la part belle aux blockbusters américains et a alloué près de 16 millions d'euros à des activités d'escape game. Mais il y a plus grave. La société du Pass Culture que vous représentez, une SAS de 180 salariés, financée à 90% sur fonds publics, incarne jusqu'au tragique la dérive bureaucratique et budgétaire d'un État qui mène grand train au mépris du contribuable français. Avec un siège social hors de prix situé dans un des quartiers les plus huppés de Paris, une masse salariale qui avoisine les 11,3 millions d'euros pour l'année 2023 et des frais de communication qui ont explosé pour 524 000 euros. Le résultat, c'est un dérapage des dépenses qui avoisine les 300 millions d'euros et qui fragilise les budgets alloués à la restauration du patrimoine ou au spectacle vivant. À propos du spectacle vivant, et je conclurai par là, c'est le grand échec du Pass Culture avec un taux ridiculement faible de moins de 2% des dépenses. Mais surtout, c'est l'illustration d'un véritable scandale, celui d'une mise au ban d'un complexe d'art vivant exemplaire comme le Puy du Fou. Oui, tenez-vous bien, chers collègues, le Puy du Fou, pourtant sacré meilleur spectacle au monde, a été écarté du Pass Culture alors qu'il avait déposé une demande au titre du spectacle vivant. Pourquoi une telle éviction, Monsieur Cavalier? Et il n'est pas le seul. C'est le cas aussi de la Cité de l'Histoire, écartée de l'offre collective du Pass Culture, alors qu'elle a émerveillé près de 90 000 jeunes écoliers. D'autres représentations plus modestes ne connaissaient même pas l'existence du Pass Culture, comme c'est le cas du spectacle historique de Saint-Fargeau, dans l'Yonne, qui rencontre pourtant un succès retentissant. Pourquoi un tel oubli ? Chers collègues, s'il est temps de lancer une remise à plat complète du Pass Culture, il convient d'abord d'en finir avec le mépris qui règne au ministère de la Culture pour les œuvres qui offrent aux jeunes Français un pays à aimer, un pays fort de son génie culturel et fier de son patrimoine millénaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Ensemble pour la République, Graziella Melchior. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, au nom du groupe Ensemble pour la République, je vous remercie de nous avoir présenté votre action à la tête de la société chargée du Pass Culture. Promesse de campagne du Président de la République en 2017, le Pass Culture a été généralisé en 2021 après une phase d'expérimentation très positive dans plusieurs départements, dont le mien, le Finistère. Depuis, ce sont tous les jeunes âgés de 15 à 18 ans qui bénéficient d'un crédit individuel pour accéder à des activités ou à des biens culturels et artistiques. Comme l'ensemble de mon groupe, je me réjouis que le Pass Culture rencontre un réel succès, tant sa vocation est vertueuse. En effet, l'objectif du Pass Culture est de démocratiser la culture et de la rendre accessible aux jeunes qui en sont les plus éloignés. Toutefois, comme tout dispositif, il doit bien sûr être amélioré pour être plus efficace, notamment au regard du coût qu'il représente pour les finances publiques. Aussi, il convient certainement de se pencher mieux sur l'opportunité d'ouvrir à des financements privés, mais aussi de travailler au ciblage, peut-être à partir de critères sociaux, comme vous l'avez évoqué. Que pouvez-vous nous dire sur ces deux pistes ? Par ailleurs, si la question du financement ne doit pas être ignorée, je crois que ce dispositif constitue un investissement essentiel pour l'avenir de notre jeunesse et donc de notre pays, et j'en soutiens personnellement l'évolution dans le cadre d'un nouveau paramétrage. Je me permets donc de solliciter votre opinion sur ma proposition qui consiste à ouvrir le Pass Culture aux enfants, pourquoi pas dès le CP, et seulement pour l'acquisition de livres. Car avoir un livre à soi, c'est avoir un univers à soi que des années après, on retrouve avec émotion lorsqu'on le feuillette à nouveau. Et nous savons à quel point, en dehors de l'école, la pratique de la lecture à la maison et en famille est essentielle. Je me réjouis d'ailleurs que le Premier ministre ait évoqué hier, lors de sa déclaration de politique générale, que la promotion de la lecture était un combat à mener et qu'il s'agissait d'un enjeu national.
Je crois en effet qu'il s'agit d'un investissement majeur, à la fois pour mieux lutter contre les dégâts causés par l'omniprésence des écrans, mais aussi bien sûr pour développer le vocabulaire de nos enfants et leur ouvrir d'autres horizons, développant leurs connaissances et leur culture. Alors pensez-vous, Monsieur le Président, que cette évolution aurait du sens? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe LFI-NFP, Sarah Legrain. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Cavalier, je me réjouis qu'on ait cette audition sur le pass culture. Bon, dès le début, nous avons exprimé toutes nos réserves sur le pass culture au moment où il a été annoncé comme une politique culturelle. Nous avions dit une politique de bons d'achat, ce n'est pas une politique culturelle. D'ailleurs, des bons d'achat, en général, c'est aux entreprises qu'on les laisse et au départ, c'était censé être financé par les industries culturelles. Et maintenant, ce sont 282 millions d'euros de subventions touchées l'an dernier. Donc une immense manne, surtout dans un contexte vraiment d'austérité budgétaire, et il apparaît comme un immense transfert d'argent public vers les industries culturelles, à l'heure où le service public, lui, tire la langue. Et je veux d'ailleurs saluer ceux qui luttent contre le plan social massif qu'on peut voir même dans certaines régions, comme le Pays de la Loire. Alors, les rapports montrent qu'il y a une surconsommation de livres au détriment du musée du spectacle vivant. Ils montrent aussi que ce sont les jeunes les plus favorisés qui bénéficient du pass culture. En réalité, c'est tous les objectifs qui étaient annoncés qui ne sont pas atteints. Alors vous êtes contraints là de nous annoncer des dispositifs pour atténuer ces déséquilibres. Pour nous, le ver est dans le fruit et dès le début, le principe du bon d'achat et de l'application est contraire à celui de la médiation et de l'éducation culturelle par des êtres humains. Mais du coup, j'aimerais vous entendre plutôt que sur les modifications de dispositifs, sur cet argent qui est mis dans le pass culture. D'abord, il est mis dans le cadre d'une SAS. C'est une forme qui a posé question dès le début, sur laquelle a plané le soupçon de conflit d'intérêts avec M. Garando. J'avais d'ailleurs déposé une demande de commission d'enquête sur le sujet. Pourquoi faudrait-il conserver cette forme-là? Le dispositif n'est pas utilisé à 100%. J'en déduis que vous avez des stocks. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'argent il y a en réserve du fait que le dispositif n'est pas utilisé à 100%? Car cet argent en réserve, il est intéressant au moment où on demande à tous les Français de se serrer la ceinture, et notamment au secteur de la culture. Et puis, on aimerait aussi vous entendre sur la question de la masse salariale, car oui, les rapports ont montré des choses questionnantes sur la façon dont l'argent avait été fléché, sur les salaires. On aimerait savoir quel est votre salaire, qui en décide, et combien d'équivalents temps plein vous payez exactement, et surtout, comment vous justifiez le transfert d'un certain nombre de frais vers les frais de communication, vers les frais de sièges sociaux, etc. Je vous remercie. Nous allons passer au groupe socialiste et apparenté avec Céline Hervieux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Cavalier, le pass culture doit faciliter l'accès de tous à la culture, promouvoir la qualité et la diversité des offres culturelles. Le pass culture aujourd'hui est largement plébiscité, il faut le dire, tant et tant que son financement n'est malheureusement plus pérenne. Il a coûté 324 millions d'euros l'année dernière, donc ce montant représente un quart des dépenses de la politique des transmissions de savoir et démocratisation de la culture de l'État. L'État qui devait être financeur du dispositif à hauteur de 20% seulement se retrouve à le financer presque intégralement. Et la Cour des comptes vient de rendre un rapport qui dresse un certain nombre de constats et de recommandations. Un premier constat nous préoccupe. Ça a été dit déjà, le pass culture ne permet pas un accès à la culture pour tous. Les jeunes issus des classes populaires, notamment ceux qui sont déscolarisés, accèdent sensiblement moins que les autres au pass culture. Son utilisation est socialement discriminée. Il ne permet pas aujourd'hui de lutter contre les inégalités d'accès à la culture en aidant d'abord les publics les plus éloignés de l'offre culturelle. Et donc il s'affirme finalement malheureusement comme un dispositif d'accompagnement des jeunes qui sont déjà en réalité familiarisés avec la culture. Si la massification de l'accès à la culture promue par le pass initialement n'a pas permis sa démocratisation, elle ne permet pas non plus, ça a été dit également, la diversification des pratiques culturelles. Donc ça, c'est le deuxième constat qui est dressé par la Cour des comptes et vous avez commencé à en parler. C'est un outil qui intensifie des pratiques culturelles déjà existantes. Ça a été dit, 67% des réservations concernent le livre, même si on sait à quel point la lecture est essentielle, notamment pour nos jeunes et la place croissante des écrans. Mais effectivement, le spectacle vivant, les musées ne représentent qu'une part très infime. Donc, le pass culture ne favorise pas la découverte de ces nouvelles pratiques, d'autres pratiques culturelles pour les jeunes. Il était question à un moment donné d'un questionnaire mis en place avant l'usage de l'application pour pouvoir justement avoir une vision plus fine de cette réelle diversification culturelle. Donc, mes questions sont assez simples et vous avez commencé en partie à y répondre. Comment démocratiser vraiment l'accès à la culture en l'orientant mieux à destination les jeunes les plus éloignés de celle-ci et comment favoriser un accès à la création culturelle dans toute sa diversité. Je vous remercie. Nous passons au groupe La Droite républicaine avec Frédéric Meunier.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, en décembre dernier, la Cour des comptes a publié un premier bilan du pass culture et les conclusions sont quelque peu sévères. Le rapport dresse un bilan critique des résultats observés depuis le lancement. En effet, l'objectif premier est de démocratiser l'accès à l'offre culturelle. Or, le rapport révèle que 16% des bénéficiaires potentiels appartenant aux publics les plus éloignés de la culture n'ont pas adhéré au dispositif et que 9% des jeunes ayant téléchargé l'application ne l'ont pas utilisée. Il semblerait donc que l'objectif d'inscrire un nombre maximum de jeunes est ainsi prévalu sur l'objectif de démocratiser l'accès à l'offre culture. De plus, la Cour des comptes regrette que cet objectif de démocratisation ait été partiellement raté et parle même d'un risque d'effet d'aubaine. Autrement dit, il semblerait qu'une fois la somme dépensée, les jeunes ne retournent pas dans les salles ou n'achètent plus autant de livres alors que le gouvernement espérait créer une vraie dynamique. Le pass culture a coûté 92 millions en 2021 et 244 millions en 2024. Monsieur le Président, aujourd'hui, on ne vous reproche pas et on ne reproche pas au fond que la culture puisse être à la portée de nos jeunes. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en 2024, le coût était de 324 millions, dont 20 millions pour couvrir la masse salariale de 174 équivalents temps plein. La Cour des comptes dit qu'il faut couper les frais du pass culture. Aujourd'hui, a-t-on encore véritablement les moyens de continuer à verser et à payer ces sommes-là? C'est de l'argent public pour un système qui ne fonctionne pas et qui n'arrive pas à atteindre les objectifs qui étaient prévus. Pourquoi ne pas à ce moment-là redistribuer cet argent aux collectivités qui certainement en feront meilleur usage? Je vous remercie. Pour le groupe Les Démocrates, Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Monsieur Cavalier, chacun d'entre nous le reconnaît, le Pass Culture est effectivement une initiative innovante et ambitieuse pour démocratiser l'accès à la culture pour notre jeunesse. Ce dispositif qui a bénéficié à plus de 4 millions de jeunes doit être poursuivi, mais doit aussi évoluer. Élu d'un territoire rural, le Puy-de-Dôme, je souhaiterais évoquer avec vous une lacune du Pass Culture identifiée par la Cour des comptes dès 2023 dans un rapport. Il s'agit de l'inéquité territoriale du dispositif. Aujourd'hui, le Pass Culture ne se fonde que sur un seul critère, l'âge, et pourtant, vous en conviendrez, entre l'élève scolarisé dans le 7e arrondissement où nous sommes aujourd'hui et celui résidant en milieu rural qui doit faire plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre son lycée, le second est bien plus éloigné de la culture que le premier. Cette réalité illustre une inégalité territoriale que nous ne pouvons plus ignorer. Les jeunes des milieux ruraux, malgré ce bénéfice du Pass Culture, se heurtent à des obstacles structurels de l'accès à l'offre culturelle à cause de ces contraintes de mobilité. Alors que les jeunes des milieux urbains peuvent accéder aux offres culturelles à pied, à vélo ou par transport public, les jeunes des milieux ruraux sont souvent contraints d'utiliser la voiture. S'il a la chance d'être véhiculé, ce jeune résident en milieu rural devra faire de nombreux kilomètres pour accéder à la culture. Les offres culturelles sont moins nombreuses dans les milieux ruraux et se concentrent surtout dans les grandes métropoles. Dans un récent rapport publié le mois dernier, la Cour des comptes souligne ainsi, je cite, « Le taux d'activation du Pass Culture est moins élevé pour les bénéficiaires résidant en zone rurale, ce qui reflète une difficulté accrue d'accès aux offres. » La ministre de la Culture, Rachida Dati, a récemment annoncé un plan de 98 millions d'euros sur 3 ans pour favoriser l'aide à la culture en milieu rural. Cette initiative fait suite à une consultation au printemps de la ruralité où 35% des répondants jugeaient les milieux culturels trop éloignés de chez eux. En réaction, la ministre a notamment émis le souhait d'expérimenter le Pass Culture à tout âge en milieu rural. Dans cette perspective, quelles solutions seraient selon vous pertinentes pour favoriser l'accès des jeunes en milieu rural, prévoyez-vous une étude approfondie sur l'utilisation du Pass Culture dans la ruralité? Ne serait-il pas pertinent de prévoir des financements supplémentaires pour le transport ou alors une majoration du Pass Culture pour les publics les plus éloignés vivant en territoire rural? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe Horizon et Indépendant avec Béatrice Bellamy. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur Cavalier. Le Pass Culture est utile et il est utilisé. Des millions de jeunes y ont accès et s'en servent. Nous devons veiller à ce qu'il ne soit pas qu'un droit à un énième chèque consommation
ou qu'une plateforme d'achat culturel. L'ambition initiale va beaucoup plus loin et c'est cette ambition que nous devons retrouver, renforcer et adapter. Cette adaptation doit être réalisée en tenant compte des remarques de notre commission, mais également de l'évaluation de l'Inspection générale des affaires culturelles et du bilan sévère présenté par la Cour des comptes. J'entends des appels à la suppression du pass culture. Le groupe Horizon considère que cela serait une faute et un retour en arrière regrettable. Nous croyons à cet instrument d'émancipation à condition qu'il puisse se réformer et s'alléger, à condition que l'on n'oublie pas les liens avec l'éducation artistique et culturelle portée par les collectivités locales, à condition que nous renforcions la capacité de découverte, à condition que nous permettions aux jeunes éloignés de l'offre culturelle d'y accéder plus concrètement, que nous réorientons l'offre vers le spectacle vivant, à condition que nous passions de la logique de consommation à la logique de changement des habitudes. Avec mes collègues, nous tenons particulièrement à la part collective. Nous souhaitons qu'elle soit renforcée, et particulièrement pour ce qui est du collège. Les collégiens sont à un âge où les goûts se forment encore, où l'on est très sensible aux effets positifs de la découverte. Par ailleurs, nous sommes sensibles aux coûts de fonctionnement très élevés de la société et aux difficultés de gouvernance. Aussi, nous souhaitons, Monsieur le Président, vous entendre sur les éléments que je viens d'évoquer, et sur des pistes de rationalisation du fonctionnement. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe Lyot avec Joël Bruno. Oui, Madame la Présidente, bonjour, mes chers collègues également. Et puis j'en profite pour vous souhaiter mes vœux à tous. Et Monsieur le Président, vous dire que vous êtes finalement à la tête d'une structure qui, et votre tâche est finalement assez complexe puisque vous devez justifier par l'existence de cette structure un élément qui est malheureusement à mon sens assez peu probant, qui est cette idée très française que la gratuité engendrerait automatiquement l'universalité des pratiques. Et je souligne au passage que ceux-là même qui dénoncent l'inutilité, selon eux, du pass culture ont ardemment soutenu il y a quelque temps une proposition d'un pass sport selon le même modèle et qui malheureusement, à mon sens, démontre les mêmes limites. La vraie question finalement, Monsieur le Président, c'est est-ce que la consommation culturelle d'un jeune d'aujourd'hui, sans le pass culture, serait réellement très différente de ce qu'elle était il y a quelques années, avant que le pass culture n'existe. Est-ce que cette belle idée qui consiste à penser qu'en distribuant finalement un droit de tirage en quelque sorte garantit que les publics les plus éloignés d'un certain nombre de pratiques culturelles vont, grâce à ce chèque ou à ce droit de tirage, s'y adonner. La démonstration malheureusement est que non. Ce n'est pas le cas. Donc, par conséquent, je me permettrai de vous poser deux questions, Monsieur le Président. La première étant, puisque les freins sont bien souvent, c'est le cas de le dire, plus culturels que financiers, dans quelle mesure l'accélération ou l'augmentation de la part collective du pass culture pourrait être mise en œuvre justement pour s'appuyer sur ce qui est absolument nécessaire pour la découverte de nouvelles pratiques culturelles. Je veux parler des médiateurs et en particulier, bien sûr, des enseignants. Ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième question, c'est de savoir si on ne pourrait pas concevoir un dispositif plus économe en moyens que celui qui existe aujourd'hui. Merci. Nous passons maintenant au groupe écologiste et social avec Monsieur Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes propos ne seront à ce stade pas inédits, mais reprendront en partie des éléments ou arguments développés par mes collègues. Deux rapports, celui de la Cour des comptes qui a été mentionné à plusieurs reprises et celui du Sénat montrent que le dispositif touche moins celles et ceux dont on peut dire qu'ils et elles sont les plus éloignés de la culture et souligne que ses effets sur la diversification de la vie culturelle sont somme toute limités. L'impact est clairement insuffisant sur les jeunes des classes populaires. Parmi eux, seuls 68% ont activé le pass. Donc le succès de ce pass culture est donc à relativiser par l'effet moindre sur ces jeunes. Le dispositif a plutôt eu pour conséquence une intensification des pratiques culturelles déjà bien établies
par les jeunes disposant déjà, notamment par leur environnement familial, d'un capital culturel plus élevé. Et je referme là les guillemets. Le pass culture perd aussi de sa pertinence, c'est ce que rappelle le rapport sénatorial quand il est déployé dans des zones blanches marquées par l'absence d'infrastructures culturelles ou alors par des difficultés d'accès au numérique. Un travail sur l'accès aux infrastructures culturelles lointaines doit ainsi être opéré, notamment en milieu rural. Donc, Monsieur le Président, quelles actions vont être mises en place pour encourager, via le pass culture, des pratiques culturelles plus diversifiées, différentes et pas juste une forme de reproduction sociale? Quelles actions seront également prévues pour remédier à ce problème et permettre l'accès à la culture pour les jeunes, que ce soit dans les milieux périurbains ou dans les territoires ruraux? Et dernière question, en forme de suggestion, pourrait-il être envisagé que le pass culture permette également d'accéder à des ateliers de créativité pour que les jeunes soient aussi acteurs de la culture et pas simples spectateurs? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe GDR avec Soumia Bouroua. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, la culture doit être accessible au plus grand nombre et c'est un devoir essentiel de l'État pour garantir l'égalité des chances. À cet égard, le pass culture peut constituer un outil intéressant pour favoriser cette large diffusion de la culture chez les jeunes. Cependant, comme le souligne un récent rapport de la Cour des comptes, plusieurs limites freinent son impact et questionnent son accessibilité, notamment pour les jeunes en situation de handicap. Si l'éligibilité au pass est automatique avec le critère d'âge, la réalité de son utilisation montre une disparité frappante. Certains jeunes n'y accèdent que très peu, voire pas du tout. Cela concerne près de 200 000 enfants et adolescents en situation de handicap, souvent non scolarisés ou intégrés dans des structures spécialisées. Les raisons de ce constat sont multiples. D'abord, de nombreuses activités proposées dans le pass culture ne sont pas adaptées à ces jeunes. Par exemple, le spectacle vivant, seuls 42% des événements référencés sont accessibles aux jeunes en situation de handicap cognitif et moins d'un tiers le sont pour les personnes souffrant de déficience auditive. De plus, les lieux référencés sur le site du pass culture ne sont pas tenus d'indiquer leur accessibilité, seuls 34% l'avaient fait en 2024. De plus, le site du pass culture n'est pas entièrement accessible aux jeunes avec des handicaps visuels ou cognitifs, ce qui limite son usage. Enfin, une partie de l'enveloppe budgétaire du pass culture est réservée à une dimension collective. Cependant, les institutions spécialisées qui accueillent les jeunes en situation de handicap n'avaient initialement pas été intégrées au dispositif et ce manque d'anticipation n'a fait qu'accentuer les inégalités d'accès à la culture pour ce public vulnérable. Certes, les démarches de mise en accessibilité de ce pass semblent avoir été amorcées, mais nous pouvons légitimement nous interroger sur les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été intégrées dès le lancement du dispositif. Et voici mes questions. Je souhaite connaître vos projets pour rendre ce pass plus inclusif et plus accessible, y compris dans les structures spécialisées. Et est-ce que vous envisagez de rendre obligatoire la mention du niveau d'accessibilité sur les offres référencées? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc maintenant au dernier groupe, le groupe UDR, avec Maxime Michelet. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur les échecs du pass culture qui ont déjà été évoqués par les précédents orateurs. Échecs vis-à-vis des classes populaires, échecs vis-à-vis des territoires ruraux, échecs vis-à-vis du contribuable, avec la promesse initiale d'un financement largement assumé par l'industrie culturelle qui a été largement brisée. Au-delà de ces constats pratiques, l'UDR assume en effet une divergence fondamentale de principe et nous rejetons le dispositif du pass culture au nom même de la philosophie politique qui l'inspire. En effet, nous ne croyons pas que la question de l'accès à la culture soit convenablement posée en étant posée sous l'angle du chéquier. L'accès à la culture ne saurait être seulement une question économique, il est aussi et principalement une question d'éducation. En distribuant des chèques, le gouvernement supporte donc une vision consumériste de la culture et aggrave la transformation de notre jeunesse en acteurs éduqués, non en acteurs éduqués, mais en simples consommateurs. La mission première de l'État vis-à-vis de notre jeunesse et concernant la culture, c'est d'assurer la transmission de notre héritage culturel et l'éducation à la culture, afin que les jeunes Français puissent avoir le bagage nécessaire à un rapport informé et autonome à celle-ci. Pour cela, nul besoin de gadgets, puisque nous avons l'école de la République. Ma question ne concernera pas cependant ces considérations de principe. L'UDR étant particulièrement préoccupée par l'usage des deniers de l'État et par l'efficacité de l'action publique,
Je souhaite très prosaïquement vous interroger sur votre personnel. 180 personnes, 52 en région, 3 en Outre-mer, soit 125 personnes présentes à Paris, dans vos locaux du très chic 8e arrondissement. Considérant que l'écrasante majorité des offres de la part individuelle consiste à des offres construites par les acteurs et non par votre société, que la moitié des achats du Pass Culture concerne l'achat de livres, et notamment aussi beaucoup de places de cinéma, quelles sont très simplement les missions concrètes exercées par le nombre tout de même non négligeable de 125 collaborateurs parisiens. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, nous passons aux réponses de Monsieur Cavalier pour une quinzaine de minutes au maximum. Et alors ensuite, nous avons une série de questions de 1 minute qui sont plutôt nombreuses. Donc, merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, je vais essayer de répondre par famille de questions. La première famille de questions, c'est le budget. Sur le budget, vous dire que plus de 90% du budget du Pass Culture, en fait, c'est les consommations des jeunes. C'est-à-dire que c'est du budget qui va directement vers les acteurs culturels, les librairies, les cinémas, les pratiques artistiques, car les pratiques artistiques sont accessibles, etc., etc. Pourquoi est-ce que nous avons 175 personnes ? Pour une raison très simple, c'est que il y a 3 ans, nous avons décidé d'internaliser la fabrication de l'application, c'est-à-dire l'UX design et le développement, qui préalablement étaient gérés par des marchés. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça nous permettait d'avoir des équipes plus pérennes et d'avoir une meilleure qualité de la production dans la durée. Et la deuxième, c'est que ça nous a permis de faire énormément d'économies parce que des personnes internalisées coûtent beaucoup moins cher que des personnes externalisées en prestation de services. Et grâce à ça, on a fortement limité les dépenses, c'est-à-dire que les dépenses de personnel ont bien évidemment augmenté puisqu'on a internalisé les équipes, mais elles ont beaucoup moins augmenté que les dépenses d'investissement ont baissé, et on a fait des économies d'à peu près 3 millions d'euros sur une année complète. Sur la question des locaux, j'ai été le premier surpris de voir que le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait pu trouver en termes de locaux, à niveau de prestations équivalent, était rue de la Boétie. Effectivement, ça peut paraître contre-intuitif, mais aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher à Paris d'aller s'installer vers la République ou le Sentier que vers la rue de la Boétie. Pardon ? Donc ça, c'est pour la question des dépenses. Et ce sur quoi je me permets d'insister, c'est que si les dépenses ont augmenté fortement au cours de la période, s'il vous plaît, c'est tout simplement parce que le Pass Culture a eu énormément de succès et qu'aujourd'hui, on a 84% des jeunes qui l'utilisent. Et en fait, l'essentiel des dépenses, c'est effectivement des dépenses liées aux consommations des jeunes. Ensuite, vous avez eu beaucoup de questions sur la question de la diversité. La question de la diversité, comme je le disais dans mon propos liminaire, c'est quelque chose d'assez essentiel et c'est la raison pour laquelle on fait énormément d'efforts pour améliorer tout ce que nous pouvons faire en matière de découverte de nouveaux lieux, de découverte de nouveaux contenus. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer les parcours, mieux mettre en valeur des artistes, mieux mettre en valeur des lieux, mieux mettre en avant des thématiques. Et je vais vous citer quelques exemples en la matière. Si on regarde les choses de manière dynamique, et comme je vous le citais dans mes propos liminaires, on se rend compte que progressivement, les jeunes découvrent de nouvelles choses. Et en fait, on est dans un équilibre entre leur permettre de trouver ce qu'ils aiment, parce que si on ne leur propose que des choses qu'ils ne connaissent pas, effectivement, ce sera difficile de rentrer en conversation avec eux. Donc, comment est-ce qu'on leur permet à la fois de trouver ce qu'ils aiment, mais aussi de leur faire des pas de côté et de progressivement les ouvrir à autre chose. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont des pratiques de plus en plus diversifiées, puisque aujourd'hui, ils sont très majoritairement... Ils réservent très majoritairement dans 3 catégories différentes. Ils achètent des livres, ils vont au cinéma, ils vont dans des festivals, ils vont dans des concerts. Donc il y a une réelle diversification des pratiques et je pense qu'il faut se réjouir quand on entend par exemple des libraires qui nous disent qu'ils ont vu beaucoup de jeunes arriver chez eux, qui viennent acheter des livres pour leur plaisir, qui viennent alors qu'ils n'étaient jamais rentrés dans une librairie, qu'ils ne sont pas forcément issus d'un milieu très favorisé. Et donc, effectivement, on sent bien que c'est en dynamique, cette découverte augmente. Alors, il y a la question, non pas du spectacle vivant, parce que quand vous achetez des instruments de musique,
quand vous allez dans des festivals, quand vous allez dans des concerts, vous avez des pratiques de spectacle vivant. Il y a la question, effectivement, de la faible utilisation du pass culture pour aller vers le théâtre, l'opéra, la musique classique, la danse. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a à peu près entre 6 et 8% des jeunes qui sont allés voir ces esthétiques-là quand ils sont partis du pass culture. Et c'est la raison pour laquelle on développe, en lien avec beaucoup d'opérateurs du spectacle vivant, un plan d'action plus global qui consiste à dire comment est-ce qu'ensemble on va réussir à donner plus de visibilité à ces œuvres, plus de visibilité à ces artistes, et comment est-ce qu'on va finalement montrer à ces jeunes que le spectacle vivant, ça peut être des expériences absolument extraordinaires. Parce que la réalité des pratiques culturelles, c'est que acheter un livre, aller dans une librairie, c'est ou aller voir un film au cinéma, c'est plus facile que d'aller voir un spectacle, tout simplement parce que dans beaucoup de villes en France, le spectacle, il est joué une fois ou deux fois, il est joué le soir, et donc vous pouvez avoir, vous l'avez vous-même souligné, des problèmes de transport. Et donc les barrières à l'entrée, entre guillemets, sont plus nombreuses et ça nécessite un effort plus important et plus complexe pour leur permettre d'accéder à ces œuvres-là. Cet effort, le pass culture peut et doit absolument jouer sa part, et sa part, c'est notamment tout ce qui relève de l'information, de la communication, de la médiation pair à pair de jeunes qui vont raconter à d'autres jeunes pourquoi ils ont aimé leurs expériences de spectacle vivant. Mais elle relève aussi de l'action des théâtres eux-mêmes et des acteurs culturels eux-mêmes, parce que le pass culture n'a pas la capacité de répondre à toutes les difficultés qu'il peut être amené à révéler ou à mettre en exergue. Ce qui me donne une transition vers un autre sujet que vous avez abordé, qui est la question de l'accessibilité du pass culture dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les jeunes qui vivent en zone rurale sont autant inscrits au pass culture que ceux qui vivent en zone urbaine. Si. Mais la réalité, c'est qu'ils vivent dans des territoires où l'offre culturelle est différente. Mais le fait que dans ces territoires ruraux, l'offre culturelle est différente, malheureusement, le pass culture n'a pas beaucoup de capacité d'action pour ouvrir une librairie, ouvrir un cinéma ou installer un théâtre. On a fait une étude pour savoir quels étaient les comportements culturels des jeunes en zone rurale. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils avaient sans surprise plus de pratiques numériques, tout simplement parce qu'il y a la question de l'accessibilité. Donc ils vont avoir peut-être un peu plus d'abonnements à Spotify ou à Deezer, qu'ils ont des pratiques qui sont plus liées à leurs parents, c'est-à-dire que comme ils ont des problèmes de transport, souvent ce sont les parents qui les aident à se déplacer pour aller visiter un musée ou pour aller à un spectacle. Et c'est la raison pour laquelle on a des offres duo dans le pass culture, où vous pouvez acheter 2 places pour un spectacle et un jeune peut amener un copain, une copine, mais aussi un parent, aller voir un spectacle avec lui. Et la troisième chose dont on s'est rendu compte, c'est que cette étude a montré, c'est que quand les jeunes quittent le domicile familial pour aller faire des études dans des villes où l'offre culturelle est plus importante, leur pratique culturelle se développe beaucoup plus et il y a un phénomène de rattrapage. La question du transport que vous avez tous souligné, qui est bien évidemment une question fondamentale, c'est en fait la question de la vie en zone rurale. C'est-à-dire que quand vous vivez en zone rurale, le problème du transport, c'est pas seulement pour accéder à la culture, c'est pour aller au collège, c'est pour accéder à un club de sport, c'est pour aller se soigner, c'est pour aller faire des courses, etc., etc. Et là, nous, Société Pass Culture, on n'a pas la capacité de régler tout ça. En revanche, il peut exister, on peut mettre en avant des initiatives de collectivités qui travaillent sur cette question du transport. J'avais rencontré il y a quelque temps la présidente de la communauté du Kreisbreis qui a mis en place un système de taxi pour ses habitants où, quand on est jeune, on accède à un transport, quelle que soit la longueur du transport, à 1 euro ou 1,50 €. C'est extrêmement... la modulation, c'est difficile parce qu'on pourrait avoir beaucoup de critères de modulation différents. Sur la part collective, la question du transport est aussi importante et il existe des initiatives de collaboration avec les collectivités territoriales, notamment dans le Grand Est, dans le département de la Haute-Marne et dans le département de l'Aube, un dispositif qui s'appelle la Convention Caravelle,
dans laquelle la région ou le département finance les transports pour le collège et les lycées et le Pass Culture finance l'offre culturelle. C'est en fait un travail collaboratif d'optimisation des ressources publiques disponibles. Vous m'avez également interrogé sur la question de la capacité à toucher les jeunes les plus éloignés de la culture. Là, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on regarde. Il existe, et il existait avant même l'existence du Pass Culture, des inégalités d'accès à la culture et notamment des inégalités liées au milieu social ou au lieu géographique. Ces inégalités, la Cour des comptes d'ailleurs l'a rappelé elle-même, le Pass Culture n'est pas en capacité de régler l'intégralité des problèmes d'inégalité. Moi, ce que je regarde, c'est la dynamique et la capacité à réduire des écarts ou à ne pas réduire des écarts. Et aujourd'hui, les données statistiques qu'on a montrent que le Pass Culture contribue à réduire les écarts. Quand vous avez 84% d'une classe d'âge qui a le Pass Culture, je ne pense pas que l'on puisse honnêtement dire que 84% des jeunes sont dotés d'un très fort capital culturel ou sont issus d'un milieu doté d'un très fort capital culturel. Ça veut bien dire qu'on arrive à dépasser très largement dans les publics qu'on touche les gens issus des catégories socio-professionnelles supérieures. Après, est-ce qu'on arrive à les toucher tous? Non, bien évidemment. Est-ce qu'on démultiplie les efforts pour les toucher tous? Oui, bien évidemment. Et on sait que c'est un long travail et que c'est un travail d'équipe, c'est un travail collaboratif. C'est la raison pour laquelle on travaille avec énormément les missions locales, de plus en plus avec des bailleurs sociaux, avec les écoles de la deuxième chance, avec toutes les fédérations d'éducation populaire, en fait avec tous les gens qui sont au contact de jeunes et qui ont la capacité de les inciter, de leur donner envie de travailler avec le Pass Culture ou en tout cas de bénéficier du Pass Culture. Vous m'avez également interrogé sur le statut de la SAS. Alors, juste pour mémoire, la SAS, c'est finalement une société publique, puisque ces deux actionnaires sont le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts et consignations à travers la Banque des Territoires. Donc, en ça n'est pas un statut très différent de celui des sociétés de l'audiovisuel public. Il y a eu des recommandations pour que la SAS devienne un opérateur de l'État. Nous, on est tout à fait d'accord avec ça. Le ministère de la Culture, la ministre a clairement dit qu'elle était favorable à cette option. En termes de calendrier, je pense que ce sera quelque chose qui se fera dans l'horizon probablement de 2026, puisque l'année 2025 et les sujets budgétaires en 2025 ont été un peu perturbés par la situation politique. Après, est-ce qu'il faut que la SAS change de statut ? Je ne sais pas. Il y aura certainement des études qui seront faites en la matière. Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à conserver cette souplesse, cette capacité d'action, cette capacité à être en permanence à l'écoute des utilisateurs, que ce soit des jeunes ou que ce soit des acteurs culturels, parce que c'est ce qui permet de vraiment faire en sorte que l'action se développe, que les jeunes soient touchés et qu'on ait la souplesse et la réactivité pour leur proposer un niveau de service qui soit toujours le plus important possible. Vous m'avez aussi interrogé sur la question du handicap. Donc sur la question du handicap, ce que je voudrais vous dire, c'est que nos équipes ont été fortement sensibilisées à la question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et qu'on a développé beaucoup d'actions en la matière. On travaille avec Accès Libre sur le référencement des lieux culturels de manière à ce qu'un maximum de lieux culturels renseignent en fait sur l'application leur accessibilité en fonction des situations de handicap. On a mis en place des nouveaux critères de recherche des offres pour que quand vous êtes par exemple déficient visuel ou que vous êtes malentendant, vous puissiez filtrer les offres qui vous sont accessibles immédiatement. On améliore progressivement l'accessibilité de l'application. On travaille avec des instituts comme l'Institut des jeunes aveugles ou l'Institut des jeunes sourds pour pouvoir avoir des personnes qui testent avec nous l'application et qui nous font leur retour. Ça nous permet de les prendre en compte et de faire évoluer l'application pour que l'accessibilité effectivement soit de plus en plus importante et de plus en plus fluide. Ai-je répondu à toutes les questions ? Je vous rassure, il y aura de nouvelles questions de 1 minute, donc vous allez pouvoir être exhaustif. Alors, je vais m'arrêter là. Madame Melchior. Oui, sur la lecture, le fait d'abaisser l'âge au moins pour l'acquisition de livres.
Il y avait une question sur la lecture. Alors, effectivement, excusez-moi, madame. Aujourd'hui, la raison pour laquelle le pass culture est accessible à partir de 15 ans, c'est parce qu'en fait, d'un point de vue juridique, si vous voulez allouer des crédits à des jeunes qui ont moins de 15 ans, il faut l'autorisation préalable des parents. Donc, on n'a jamais exploré cette voie-là, ou en tout cas, quand on l'a exploré, on a trouvé que c'était beaucoup trop compliqué. Moi, j'entends tout à fait votre objectif qui est de dire comment est-ce qu'on aide finalement les jeunes dès le CP à acheter des livres. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le pass culture est le bon outil ou pas, ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres outils plus simples et plus efficaces? Il est probable qu'il y ait d'autres outils plus simples et plus efficaces pour atteindre cet objectif-là. Le pass culture peut beaucoup de choses, mais est loin de tout pouvoir. Et il faut aussi savoir avoir un peu de recul par rapport à ça et se dire le pass culture n'est pas la solution à tous les problèmes. Il peut être parfois la solution, il peut être parfois la solution en partenariat avec d'autres et parfois il n'est pas la meilleure solution. Bien, nous passons donc maintenant aux questions des collègues donc pour 1 minute avec en première question celle de monsieur José González. Merci, Présidente. Monsieur le Président. Le rapport de la Cour des comptes interroge sur l'efficacité réelle du pass culture. Si son succès en termes de popularité est indéniable, il reste à savoir si cet usage contribue réellement à une fréquentation accrue des lieux culturels et si les pratiques induites s'inscrivent dans la durée. Disposez-vous aujourd'hui d'études précises ou d'indicateurs fiables pour démontrer que le pass culture a un impact significatif et durable sur les habitudes culturelles des jeunes, en particulier pour ceux issus de milieux éloignés de la culture? D'autre part, la dépendance quasi exclusive du dispositif au financement de l'État à 94%, alors qu'il avait été envisagé à l'origine que 80% des ressources proviendraient d'autres partenaires, nous interroge sur les efforts concrets déployés pour établir des partenariats avec ces acteurs et comment le pass culture pourrait-il, selon vous, mieux coopérer avec les institutions locales et les entreprises culturelles pour diversifier ces financements. Et je note, Monsieur le Président, que vous n'avez pas répondu à la question sur le Puy du Fou. Merci. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Violette Spilbou. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Alors, étant donné que le dernier rapport de la Cour des comptes sur le pass culture explique que la part individuelle ne remplit pas totalement ses objectifs en matière de démocratisation et de diversification des pratiques culturelles, en particulier auprès des jeunes issus de quartiers moins aisés, j'ai quelques propositions à vous faire. Je pense qu'il faut que l'on puisse faire basculer une partie du budget de la part individuelle sur la part collective. Pourquoi? Parce que cette part collective du pass culture, elle est utilisée par nos professeurs dans les établissements, les collèges, les lycées. Pourquoi faire? Pour aller voir des musées, des expositions, du spectacle vivant, mais il y a des besoins non couverts aujourd'hui. Par exemple, pour un centre de documentation, pouvoir prendre un abonnement presse. Par exemple, pour recevoir sur le long cours des journalistes pour faire de l'éducation aux médias. Par exemple, pour payer un bus de transport quand on est un lycée dans une zone rurale pour aller à Lille, dans ma circonscription, voir un spectacle au Théâtre du Nord. Et donc, pour toutes ces raisons, êtes-vous favorable au basculement d'une partie du budget de la part individuelle vers la part collective? Je vous remercie. Merci. Monsieur Ali Diawara. Ça peut être pris en charge pour les visiter à l'Assemblée nationale. Votre micro, Madame Spilbou. Le micro. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le rapport récent de la Cour des comptes pointe des inégalités criantes dans l'utilisation du pass culture, révélant ici un véritable fossé territorial et social. Seuls 68% des jeunes issus de milieux populaires dont les parents disposent de peu ou pas de diplôme utilisent ce dispositif, contre 84% des jeunes de familles favorisées. Ce rapport souligne que le pass culture profite essentiellement à des jeunes déjà initiés aux pratiques culturelles, laissant de côté ceux qui en sont le plus éloignés. En l'absence d'une politique volontariste, ambitieuse, réellement démocratique et détachée d'une logique purement mercantile, la démocratisation culturelle reste un objectif lointain, visiblement relégué au second plan par le macronisme. Quelles mesures concrètes allez-vous enfin prendre pour réduire ces inégalités et donc permettre aux jeunes les plus éloignés de la culture d'y accéder pleinement? Merci. Je vous remercie. Nous passons à à Madame Florence Herouin-Léautey. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président exécutif.
Je souhaite insister sur l'importance de la part collective dans le pass culture parce qu'elle cumule, comme mes collègues l'ont dit, plusieurs avantages. Renforcer la place de la culture à l'école dans le cadre des projets d'éducation artistique et culturelle, permettre aux élèves de faire ensemble, de partager des expériences et des émotions. Et c'est aussi un vrai levier pour faire entrer la pratique artistique et culturelle auprès de celles et ceux qui en sont le plus éloignés. La Cour des comptes l'a souligné, la part collective est un tremplin pour l'utilisation de la part individuelle, qui malheureusement se cantonne trop souvent à de la consommation. Ancrer la pratique culturelle, qu'elle soit théâtrale, musicale, vocale, d'art plastique, dans la vie des jeunes, nous semble être à la fois un objectif nécessaire, mais à la peine dans votre bilan. Selon vous, de quelle manière pourrait-on rééquilibrer les choses pour amener les jeunes à s'engager dans la pratique, se découvrir des passions, parce que la rationalité c'est bien, mais les passions c'est mieux, des talents, participer à développer la sensibilité, la créativité, parce que ça développe la confiance en soi et les capacités d'expression. Je vous remercie. Merci. Monsieur Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le pass culture financé sur le budget de l'État, c'est plus de 300 millions d'euros en 2024. Ce n'est pas une paille tout de même. 6% du budget de la culture, 180 emplois publics pour le gérer, ça nous laisse dubitatif quelquefois quand on voit les coupes sombres des effectifs sur le terrain dans nos services publics. La Cour des comptes a épinglé la gestion de ce pass culture. 16 millions d'euros pour participer à des escape games, est-ce vraiment une priorité culturelle? Je pense qu'il faut y répondre. Et puis, ces crédits ne seraient-ils pas mieux investis en faveur, par exemple, des jeunes ruraux pour faciliter leur accès à la culture? Vous avez eu beaucoup de questions sur ce focus ruralité, que ce soit pour financer des déplacements en bus pour une visite culturelle, que ce soit pour s'appuyer sur les missions locales, par exemple. Ça me semble être une très très bonne piste à travailler. Ces crédits ne seraient-ils pas mieux gérés par les collectivités territoriales, régions, départements, au plus près des besoins du terrain? Et enfin, comment faire en sorte de privilégier le livre, la lecture, sur les usages numériques? Je vous remercie. Nous passons à Florence Joubert. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Cavalier, ma question porte sur la décision prise en octobre 2023 par le rectorat de Versailles qui avait malheureusement exclu le spectacle Bernadette de Lourdes de l'offre collective du pass culture proposé aux établissements scolaires. Pourtant, ce spectacle avait réellement une valeur artistique et proposait des temps de discussion avec les élèves comme cela est requis. Cette décision s'appuyait sur l'argument fallacieux du non-respect de la laïcité, alors même qu'il s'agissait d'une œuvre historique et pédagogique ne faisant aucun prosélytisme religieux. Le miracle des apparitions de la Vierge Marie n'était d'ailleurs jamais montré. En outre, de nombreux lieux de culte de toute religion sont bien inclus dans le pass culture. D'où ma question. Comment justifiez-vous ce choix incompréhensible d'exclure ainsi une œuvre qui semblait pourtant répondre à tous les critères de sélection? À ce sujet, pourriez-vous nous informer plus en détail sur les critères retenus pour décider de l'éligibilité ou non d'une œuvre ou d'un spectacle? Je vous remercie. Nous passons maintenant à Prisca Thévenot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, lors de la commission du 22 octobre 2024, j'ai pu interroger Madame la Ministre de la Culture, Rachida Dati, sur la possibilité d'intégrer les jeux de société dans le pass culture. Elle nous avait alors ainsi confirmé son intérêt sur cette possibilité. En effet, le jeu de société est reconnu comme une réelle alternative aux écrans et permet au travers de sa pratique de créer, voire de recréer un lien entre les générations, entre les pairs, entre parents et enfants. La France est en effet devenue un terreau reconnu de créateurs de jeux de société et doit pouvoir être inscrit comme une œuvre de l'esprit et un objet culturel. En miroir donc à la réponse positive de Madame la Ministre, pourriez-vous nous indiquer quelles seraient les modalités et la temporalité de la mise en œuvre de l'intégration des jeux de société dans le pass culture? Je vous remercie. Je vous remercie. Géraldine Bagné. Oui, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur ce qui est souvent présenté comme une faille du dispositif Pass Culture, mais qui n'en est en fait pas une. Le Pass Culture est utilisé à 67% en volume, 46% en montant pour l'achat de livres. Des livres classiques, scolaires, mais aussi bien évidemment des BD, des mangas, des achats qui sont davantage, mais pas exclusivement, impulsés par les jeunes eux-mêmes. On nous explique qu'il faudrait que le pass fasse plus de place au spectacle vivant. Soit, on ne peut pas être contre. Il ne s'agit pas évidemment d'opposer les vecteurs culturels. Mais il faut tout de même se féliciter que le dispositif ait eu un tel impact en termes de lecture,
cause nationale 2022, est si importante comme vecteur d'apaisement, de réflexion critique. La filière que j'ai eu la chance de suivre jusque-là via un groupe d'études, même s'il n'existe plus, nous rappelle qu'elle ne bénéficie pas nécessairement de dispositifs pluriels pour la soutenir, alors que ses marges restent très modestes, de l'ordre de 1%. Aussi, attention à nos discours. Le pass culture fait lire, c'est une excellente nouvelle. Merci, Madame Tiffany Joncourt. Merci Madame la Présidente. Monsieur Cavalier, nous discutons depuis un moment de la gestion et des améliorations du dispositif. Toutefois, si le pass culture est évidemment à encourager pour favoriser un meilleur accès à la culture, comment peut-on lancer un programme aussi coûteux sans avoir anticipé les potentielles dérives ? Un exemple déjà évoqué, 16 millions d'euros ont été dépensés pour des parties d'escape game avant qu'elles ne soient déférencées. Était-ce si imprévisible ? Quant au contenu, comment justifier que le pass culture finance les concerts de la Fête de l'Humanité, événement d'extrême gauche ayant notamment accueilli en 2024 Ouria Boutelja, une personnalité connue pour ses propos antisémites et homophobes. Le pass culture financera-t-il les prochains meetings de Jean-Luc Mélenchon ? Avec ce pass, il est aussi possible d'acheter une place pour le concert du rappeur Medine le 23 janvier prochain. Ce pseudo-artiste, tristement connu pour ses gestes antisémites et ses propos homophobes, ainsi que pour avoir menacé Edwige Diaz et Julie Rochagneux, tous deux élus de la République. Ainsi, nous aimerions savoir comment vous vous positionnez sur ces sujets. Je vous remercie. Nous passons à Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le Pass Culture, depuis sa mise en place, est une initiative saluée pour favoriser l'accès à la culture chez les jeunes. Toutefois, il existe une disparité de l'offre culturelle entre nos territoires et le dispositif touche moins les jeunes, les plus éloignés de la culture. Les 18-20 ans en zone urbaine ont un accès plus facile à une offre culturelle variée. Bien évidemment, lorsque l'on vit en zone rurale, l'accès est moindre et parfois compliqué pour des questions de mobilité. Je m'inquiète d'ailleurs fortement de fermetures nombreuses de maisons de la presse, de librairies dans les territoires ruraux. Aussi, Monsieur le Président, dans un souci d'équité territoriale, pouvez-vous nous indiquer les actions que la société Pass Culture peut mener afin que les crédits soient déployés de manière équitable entre les différents territoires ? Et pouvez-vous également nous préciser les actions prévues pour pallier les écarts de consommation entre zones urbaines et rurales ? Enfin, et pour finir, la Cour des comptes préconise de cibler les bénéficiaires selon des critères sociaux ou territoriaux. Que pensez-vous de cette proposition et envisagez-vous de la mettre en œuvre ? Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à Béatrice Piron. Merci Madame la Présidente. Monsieur Cavalier, le Pass Culture est une initiative essentielle pour renforcer l'accès des jeunes à une offre culturelle diversifiée. Cependant, en octobre dernier, la ministre de la Culture a annoncé un projet visant à flécher l'utilisation de ce pass par catégorie. Vous avez vous-même évoqué ces réformes et des changements de paramètres prévus prochainement. Ces propositions soulèvent plusieurs interrogations, notamment pour les jeunes vivant en zone rurale ou éloignés des grands centres culturels. En effet, ce fléchage visant à orienter les jeunes vers des activités spécifiques comme les sorties au théâtre pose problème dans certaines régions. Des jeunes n'ont pas la possibilité matérielle de se rendre dans ces lieux, faute d'infrastructures culturelles à proximité ou de moyens de transport. Dans ce contexte, ces crédits risquent de rester inutilisés, alors même que d'autres catégories, comme l'achat de livres, l'accès à des plateformes numériques ou des visites de musées, pourraient mieux répondre aux besoins et aux réalités de ces territoires. Par conséquent, ce projet de fléchage est-il toujours d'actualité et quelles adaptations concrètes pourraient être envisagées pour les territoires ruraux ? Merci. Monsieur Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le Pass Culture a été créé sur la volonté du Président de la République afin de promouvoir l'accès des jeunes générations à la culture. Et c'est plus d'1 milliard d'euros qui ont été dépensés par le gouvernement depuis sa création pour favoriser l'accès d'une classe d'âge à la culture. Alors la part collective, plus récemment ajoutée au dispositif, fonctionne bien, ça a été dit, et permet notamment aux établissements scolaires de proposer des actions culturelles et des spectacles aux élèves, tout déterminisme confondu. En revanche, comme plusieurs rapports ont pu le pointer, et aussi comme plusieurs organisations le rappellent depuis sa création, un pilier essentiel manque au Pass Culture pour que la démocratisation culturelle fonctionne à plein, il s'agit de la médiation culturelle. Et force est de constater que faire un chèque aux jeunes de 18 ans ne suffit pas, mais que les orienter, les accompagner vers l'offre s'avère tout aussi indispensable. Aussi, Monsieur le Président, comment entendez-vous améliorer cet aspect dès à présent ? Je vous remercie. Salvatore Castiglione. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, ma question concerne l'offre de presse. On peut constater que l'offre est relativement peu étoffée. Si je ne me trompe pas,
Aujourd'hui, on a un accès uniquement via le numérique et encore, certains abonnements le sont pour 1 mois, d'autres pour 6 mois, et que la presse papier est complètement écartée de ce dispositif. Est-ce une décision de votre choix ou s'agit-il d'un manque d'entrain des directeurs de presse? Et par ailleurs, juste une question sur l'application concernant les jeunes en situation de handicap. Existe-t-il notamment un filtre permettant de sélectionner les lieux culturels en fonction du handicap éventuel du jeune? Merci. Je vous remercie. Belkir Belhaddad. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le Pass Culture devait permettre à tous les jeunes de 15 à 18 ans sur l'ensemble du territoire d'accéder à la culture. De nombreux jeunes Français ont pu bénéficier du Pass Culture et nous pouvons le souligner. Néanmoins, le dernier rapport de la Cour des comptes de décembre 2024 a relevé que si 84% des jeunes de 18 à 20 ans, vous en avez fait écho tout à l'heure, sont bénéficiaires du Pass Culture, le dispositif touche moins les jeunes les plus éloignés de la culture. Le Pass Culture n'a que partiellement réussi à atteindre les jeunes les moins familiers des pratiques culturelles. En effet, seuls 68% des jeunes issus des classes populaires ont activé leur pass. L'objectif initial de la démocratisation de l'accès à l'offre culturelle doit redevenir prioritaire. Il est précisé que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a demandé en mai 2024 aux dirigeants de la société Pass Culture de lui proposer un plan d'action visant à renforcer dès 2025 l'impact du dispositif, notamment en direction des publics prioritaires et les jeunes non scolarisés. Quelles actions sont mises en place par la société Pass Culture pour remplir l'objectif de cette démocratisation de l'accès à l'offre culturelle pour tous les jeunes et dans tous les territoires? Merci. Je vous remercie. Pour finir, Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à Monsieur Cavalier. Je voulais juste, par rapport à son intervention, lui dire que ce qu'on cherche aujourd'hui, ce n'est pas un satisfecit ou une plaidoirie de la défense face au rapport de la Cour des comptes, mais bien les moyens de mieux fonctionner, de mieux faire avec ce Pass Culture. Forcément, il interroge à un moment où les finances publiques sont dans un tel état, dans le contexte économique actuel, où il faudrait trouver 60 milliards d'euros. Bien entendu, cette mesure, elle pouvait apparaître comme un gadget cosmétique. On se demande jusqu'où l'État va aller après avoir pris en charge les petits déjeuners à l'école et maintenant les consommations culturelles des enfants. Il y a des choses, on voit bien dans la consommation à long terme, que l'aspect éducatif sur lequel voilà, on ne pourra pas remplacer l'aspect éducatif. J'ai 2 préoccupations très rapidement. Le premier, il a été soulevé, l'usage réel envers les lieux de culture et le bénéfice dont peuvent en tirer les associations culturelles. Et le deuxième, la justification des frais de personnel et de fonctionnement dont on voit qu'ils atteignent 10% du montant total du Pass Culture. Je vous remercie. Nous donnons donc maintenant la parole au président Cavalier pour une dizaine de minutes et pour répondre à toutes vos questions. Merci Madame la Présidente. Donc je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Première question, le Puy du Fou. Et je vais d'abord vous donner le contexte. En fait, vous avez 2 systèmes différents pour homologuer les offres accessibles sur la part individuelle et celles accessibles sur la part collective. Sur la part individuelle, vous avez une commission et in fine, c'est le ministère de la Culture qui a le final cut. Et vous avez un certain nombre de règles qu'on est amené à respecter, qui sont notamment liées au régime d'exemption des biens culturels de l'Union européenne. Sur la part collective, la possibilité de proposer des offres sur la part collective ne dépend pas du tout de la SAS Pass Culture. C'est une commission qui se tient à l'échelle des grandes régions académiques, dans laquelle siège le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Si on reprend les différentes questions que vous avez posées sur cette question de l'éligibilité. Aujourd'hui, effectivement, le Puy du Fou n'est pas sur le Pass Culture parce que c'est considéré comme étant un parc d'attractions. Et je vous donne la situation actuelle. Et les parcs d'attractions ne sont pas éligibles au Pass Culture parce que ça pourrait poser la question des effets de bord avec le parc Disney, etc., etc. Si on va sur Bernadette de Lourdes, le spectacle Bernadette de Lourdes est tout à fait accessible sur la part individuelle du Pass Culture. Il n'y a pas de problème. En revanche, effectivement, il n'est pas accessible sur la part collective pour les raisons que vous avez énoncées, mais qui sont des raisons qui ont été, qui est un argumentaire qui a été construit par la commission de la région académique de Versailles, je pense. Et donc, la réponse, elle est là-bas, elle est au ministère de l'Éducation, au ministère de la Culture. Nous, on est tout à fait extérieur à ce dispositif-là. Vous avez également posé la question de la durabilité des pratiques.
Alors la durabilité des pratiques, c'est quelque chose qui par définition s'observe sur le temps long. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'au niveau des tendances, le temps avançant, les jeunes ont une compréhension du dispositif de plus en plus fine, ils découvrent de plus en plus de choses et leur envie de retourner dans les lieux s'accroît. Alors, est-ce qu'on arrivera à mettre tous les curseurs à 100%? Je pense qu'il faut être réaliste, ce ne sera pas le cas. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir quelles sont les dynamiques et qu'est-ce qu'on peut continuer à faire pour leur donner envie de continuer à utiliser le pass. Et dans cette perspective, vous en avez parlé, la ministre a souhaité que le pass culture soit étendu à toute la population, notamment pour favoriser l'accès à l'information et au contenu en zone rurale. Et donc ça, c'est une démarche qui est, en tout cas une avancée qui serait extrêmement importante parce que ça permettrait de continuer à donner envie aux jeunes, une fois qu'ils ont utilisé leur crédit, de revenir sur l'application et surtout de retourner dans les lieux. Et donc, on croit beaucoup à cette capacité, finalement, de faire perdurer une dynamique. Et ce qu'on constate, notamment à travers le discours des libraires ou des cinémas, c'est qu'en fait, quand les jeunes ont découvert les lieux de culture, parce que l'objectif du pass, c'est pas de les enfermer dans un monde numérique, c'est de les amener dans les lieux. Vous n'avez pas de livraison de biens culturels à travers le pass. Vous achetez un livre, vous devez aller dans la librairie, vous devez aller au cinéma. C'est que quand ils apprennent à découvrir les lieux, ensuite ils y retournent. Parce que ce qu'on constate, et je fais un petit lien avec la question de la médiation, c'est que finalement, la médiation, elle est plurielle. Vous avez la médiation physique sur site, qui est de la responsabilité des acteurs culturels, et typiquement les libraires font ça extrêmement bien, c'est-à-dire que quand des jeunes arrivent avec le pass culture pour acheter tel ou tel livre, ils passent un peu de temps avec eux et ils leur font découvrir d'autres rayons, d'autres titres, d'autres auteurs, et très régulièrement, en tout cas on a énormément de témoignages en ce sens, on se rend compte que les jeunes sortent avec les livres qu'ils avaient prévu d'acheter, mais aussi avec des livres qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter. Donc le lien avec les acteurs culturels du territoire est absolument fondamental, et leur rôle de médiateur est absolument fondamental. Et là où la société Pass Culture peut intervenir, c'est plutôt sur les aspects numérique de la médiation, c'est-à-dire comment, à travers les vlogs dont je vous parlais, les vidéos, de l'éditorialisation, à travers les recommandations de nos clubs, le Scène Club, le Book Club, le Music Club, le Ciné Club, on peut en fait faire en sorte que des jeunes partagent des choses qu'ils ont aimées, des coups de cœur, des passions, avec d'autres jeunes, et amplifier la recommandation pair à pair. Donc la médiation aujourd'hui, elle doit utiliser l'ensemble des outils à disposition. Bien évidemment, les outils qu'on connaît tous très bien, qui sont les outils du terrain et du contact avec les personnes, mais également les outils du numérique. Et là où le Pass Culture peut avoir une valeur ajoutée, c'est plutôt sur l'aspect numérique et sur la capacité à amener plus de jeunes dans les lieux culturels. Et ensuite, on fait confiance aux gens qui gèrent ces lieux, parce que quand on travaille dans un lieu culturel, on est en général passionné, et quand on est passionné, on sait transmettre sa passion. Après, il y avait une question sur la question, faut-il transférer des crédits de la part individuelle vers la part collective? Un sujet assez politique. Moi, ce que je constate, c'est que ces deux dispositifs, ils sont extrêmement complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on arrive à bien les articuler. La part collective, ce qu'elle a amené, c'est effectivement des crédits très importants en faveur de l'éducation artistique et culturelle, et c'est une simplicité d'utilisation. Sur le mode opératoire, on est sur des modes opératoires qui sont bien connus, où on utilise la médiation du professeur pour faire découvrir des pratiques culturelles. La part individuelle, elle apporte autre chose. On est dans cette logique d'émancipation, de liberté de choix. Et en fait, c'est l'équilibre entre les deux qui, à un moment, fait que ça fonctionne. Et l'équilibre, il est bien évidemment pas très facile à trouver, parce que les jeunes, ils ont à la fois besoin de temps en temps qu'on les force un petit peu à sortir de leur zone de confort, et ça peut être le rôle de l'enseignant, mais ils ont aussi besoin d'un espace de liberté et de pouvoir choisir par eux-mêmes. Et si on est dans un système où ils ont toujours l'impression d'être contraints par une autorité, que ce soit un enseignant, les parents, vous avez certainement des enfants de cet âge-là, ça ne marche pas. Et donc c'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Et sur la part collective, je pense qu'il y a bien évidemment des choses à améliorer. Ça, c'est de la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est vrai que plus l'usage des crédits de la part collective fera l'objet de discussions préalables entre les élèves et les enseignants, plus ça peut devenir un lieu aussi, un forum de débat, un forum de démocratie. Probablement mieux ça sera, parce que les jeunes se l'approprieront plus.
Sur la question des fossés territoriaux et sociaux, nous, on fait beaucoup de choses et on a beaucoup amplifié les choses cette année. On va encore beaucoup le faire l'année prochaine pour faire en sorte d'aller encore plus loin dans notre capacité à toucher les jeunes. Historiquement, on a beaucoup travaillé avec les missions locales, je vous le disais, avec les écoles de la deuxième chance, etc. Cette année, on a beaucoup amplifié le travail avec les fédérations d'éducation populaire. On travaille de plus en plus avec des bailleurs sociaux parce qu'ils connaissent très bien les habitants de leur parc HLM et ils sont en capacité de leur raconter des histoires. Et on a prévu de travailler sur un plan d'action dans 3 départements qui regroupent 80% des jeunes qui vivent en quartier politique de la ville et qui ne sont pas aujourd'hui inscrits sur le Pass Culture, qui sont les départements du Nord, de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône. Et là, l'idée, c'est vraiment de trouver dans chacun de ces départements des partenaires de terrain qui sont vraiment au plus proche des jeunes pour voir comment ils peuvent se faire les ambassadeurs du Pass et accompagner les jeunes dans cette démarche d'inscription et d'utilisation. Et c'est la raison pour laquelle, en septembre, on a lancé une newsletter dédiée pour les acteurs du champ social et de la solidarité, pour laquelle chaque mois on fait des séminaires d'information et de formation. Et notre idée, c'est d'étendre en fait notre réseau. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que le Pass Culture, si ça marche et si ça peut être amélioré, c'est parce que finalement, aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de personnes en France qui donnent un peu de temps au Pass Culture. Vous avez bien évidemment beaucoup d'enseignants, vous avez bien évidemment les acteurs culturels, les collectivités, les services de l'État et aussi les acteurs du champ social et de la solidarité. Et c'est tous ces petits efforts qui, à la fin, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, permettent d'atteindre des résultats satisfaisants parce que c'est beaucoup de gens qui se mettent en mouvement autour d'un objectif commun. Vous avez parlé de la question de la passion, comment est-ce qu'on donne la passion aux jeunes. Nous, on a aujourd'hui sur le Pass Culture des propositions de pratiques artistiques et on organise chaque année des concours pour permettre aux jeunes de s'exprimer. On a fait un concours de nouvelles cette année, on a eu plus de 3000 nouvelles qui nous sont parvenues. On fait des concours d'illustration, des concours de photos. Et ensuite, on valorise tout ça. La carte de vœux du Pass Culture, elle a été faite par une jeune bénéficiaire. Notre rapport d'activité, il est illustré par des jeunes bénéficiaires. On donne la possibilité à des jeunes de participer maintenant à des dizaines de jurys. J'ai parlé du jury du prix Joséphine. On fait ça au festival de Biarritz. On est sollicité par énormément de festivals. Et à chaque fois, ils vivent la culture. Nous, notre objectif, c'est pas que les jeunes ils soient juste des consommateurs. C'est vraiment qu'ils soient partie prenante et qu'ils soient acteurs en fait finalement de la culture. Et donc j'espère. Alors après il y avait la question de comment est-ce qu'on privilégie le livre par rapport au numérique. Donc effectivement je pense qu'il faut se réjouir que le livre fonctionne bien sur le Pass Culture. On a peut-être tendance à trouver que c'est normal, mais tous les rapports du CNL sont quand même assez inquiétants. Et pour nous, on est très attaché au fait que le Pass Culture ne fait pas de livraison à domicile. Et l'idée, c'est vraiment que le livre, vous devez aller le chercher dans la librairie. Et donc, ce lien, il est absolument essentiel et fondamental. Après, vous avez eu un certain nombre de questions. Je reviens un peu sur les questions de périmètre. Il y avait la question des escape games, la question des jeux de société. C'est vrai que le sujet de ce qui est culturel et de ce qui ne l'est pas est un sujet très compliqué et qui est très évolutif dans le temps. Aujourd'hui, on considère comme culturel des choses qui ne l'étaient peut-être pas il y a quelques années. C'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que les jeux de vidéo sont un bien culturel, et notamment parce que la France est très forte dans la matière. Et par exemple, les jeux de plateau ne le sont pas, alors même que finalement, pour faire un jeu de plateau, vous utilisez les mêmes compétences que pour faire un jeu vidéo, c'est-à-dire que vous devez avoir des scénaristes, vous devez avoir des illustrateurs, et on pourrait dire, je ne veux absolument pas faire de provocation, mais c'est un peu les mêmes compétences que celles que vous demandez sur les escape games, qui par ailleurs ont été retirées du pass. Donc, nous, bien évidemment, on a un œil attentif là-dessus. Pour les jeux de plateau, la démarche, ce serait d'obtenir que les jeux de plateau soient reconnus comme des biens culturels à l'échelle européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que ça nous permettrait de les faire rentrer dans le règlement général d'exemption pour les biens culturels. Et donc, il y a un petit travail de lobbying à faire. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens, l'Association nationale des jeux de plateau. Je leur ai expliqué tout ça, mais effectivement, les jeux de plateau, on peut considérer, enfin en tout cas, il y aurait des arguments tout à fait solides à faire valoir pour considérer que c'est des biens culturels.
Donc, après, toujours sur les questions de périmètre, donc les escape games, j'ai un petit peu répondu. Vous m'avez parlé de la fête de l'humanité. La fête de l'humanité est considérée comme étant un festival. Donc, effectivement, elle est inscrite au Pass Culture. Et d'une manière générale, le Pass Culture référence des acteurs culturels. Donc, finalement, à partir du moment où vous êtes considéré comme ayant la qualité d'acteur culturel, organisateur de spectacles, théâtre, musée, etc., il est de votre responsabilité de mettre les jeux que vous souhaitez, enfin les propositions que vous souhaitez. Nous, on n'est pas en capacité de vérifier chacune des offres. Et d'ailleurs, comme l'a dit la ministre dans sa réponse à la Cour des comptes, elle ne souhaite pas opérer une hiérarchie et un tri sur chaque offre, chaque contenu. Donc on travaille plutôt sur des typologies d'acteurs qui sont référencés, reconnus comme étant des lieux culturels et qui ont donc la liberté de mettre leurs offres sur le pass. Sur la question des équilibres avec les territoires ruraux, on a fait un certain nombre de choses. Je parlais tout à l'heure de l'étude qu'on a fait sur les pratiques en territoire rural, et on travaille beaucoup avec les collectivités, avec un certain nombre de structures, notamment les maisons de la presse, pour voir comment est-ce qu'on peut référencer le mieux possible l'intégralité des offres en milieu rural, de manière à ce que quand vous vivez en milieu rural, vous n'ayez pas l'impression de ne pas avoir d'offres à côté de chez vous. Après, la limite à laquelle on est confronté, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes producteurs ou animateurs de lieux, et donc s'il n'y a pas de lieu, on ne peut pas investir, on ne peut pas en créer de notre côté. Après, vous avez posé la question du fléchage, puisque dans les propositions de la ministre, il y avait l'idée de faire une enveloppe sur le spectacle vivant. Donc ça, c'est en cours de discussion. Donc c'était notamment l'objet des missions spectacle vivant et livres, dont on attend les résultats. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que le fléchage, c'est une possibilité parmi d'autres de favoriser l'accès au spectacle vivant, mais on a beaucoup d'autres outils qui sont à disposition. Et effectivement, la question du risque que certains jeunes, parce qu'ils vivent dans certains territoires, n'aient pas accès à certaines offres parce que vous habitez dans un territoire où le premier théâtre est à 50 km et donc vous ne pouvez pas y aller, a été identifié. Donc ça aura probablement une incidence sur les arbitrages finaux. Est-ce qu'on maintient une part dédiée ou pas? Ou est-ce qu'on cherche d'autres façons de donner envie aux jeunes d'aller découvrir le spectacle vivant? Sur la question de la médiation, dont vous disiez que c'était un pilier essentiel, j'espère avoir répondu donc en vous disant qu'il y avait à la fois la médiation de terrain et la médiation numérique, et on fait énormément d'efforts en la matière. Et en fait, on travaille avec beaucoup d'acteurs culturels, parce que l'idée, c'est de voir avec eux aussi, parce que c'est un métier nouveau aussi, la médiation numérique pour un certain nombre d'acteurs culturels, c'est comment on les accompagne dans ce changement, dans cette évolution. On a notamment des collaborations avec le TMN Lab là-dessus, puisqu'il y a toute une série il y a beaucoup de compétences en la matière. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est vraiment être cette caisse de résonance auprès d'un maximum de jeunes de la découverte grâce au contenu numérique, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que l'accès à l'information, l'accès au contenu, elle se fait énormément par le numérique, et donc il faut absolument investir ce terrain, et il faut trouver des outils pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des contenus numériques à travers les outils qui sont ceux qu'ils plébiscitent. Vous avez posé la question de la presse. Alors la question de la presse aujourd'hui, effectivement, seule la presse numérique est disponible sur le pass. Ça, c'est aussi lié à la réglementation européenne et au fait qu'il y avait un risque si la presse papier était sur le pass. Et ensuite, chaque média développe sa propre stratégie. Vous avez certains médias qui disent « Nous, on ne veut pas être sur le pass parce qu'on n'est pas remboursé et on considère que... on a mis des années à faire comprendre au consommateur final qu'il fallait payer l'accès à l'information, donc on ne veut pas être sur le pass. Vous avez ceux qui disent, moi, mon cœur de cible, mon lectorat, c'est des jeunes de 18 ans, donc si demain je suis sur le pass, je ne serai pas remboursé, je vais perdre du chiffre d'affaires. Et vous avez ceux qui disent, je souhaite être sur le pass parce que c'est une façon d'exposer mon média, mon titre, ce que je propose aux jeunes. C'est le cas de Caféine, de Télérama, de Courrier International, etc., etc. Mais à côté de ça, on fait beaucoup d'événements et d'activités pour promouvoir la presse, la lecture, la compréhension de l'information. On a fait l'année dernière, au printemps, pour la première fois, un temps fort qui s'appelait les Dessous de l'information. Et ça, c'est quelque chose qu'on va rééditer. On a régulièrement des rencontres en ligne où on invite des journalistes. Et sur la part collective,
l'éducation aux médias est poussée, et donc vous pouvez tout à fait avoir des journalistes qui, dans le cadre du financement de la part collective, vont faire des interventions en milieu scolaire. Et d'une manière plus générale, on va attendre les résultats de la mission Flash sur le livre et la presse pour voir dans quelle direction on pourrait être amené à faire évoluer les choses. Mais en tout cas, sachez que cet accès aux médias sur le Pass Culture, il existe. Il est probablement pas parfait. Il y a probablement des choses à améliorer. Mais il y a déjà un accès aux médias qui n'est pas négligeable. Sur la question du handicap, comme je vous le disais, on a mis des filtres. Donc vous avez la possibilité de trier. Ensuite, la limite, c'est qu'aujourd'hui, c'est un travail collaboratif. Tous les lieux culturels n'ont pas forcément rempli dans cette fameuse base de données accès libre quel type de handicap peuvent être accueillis dans de bonnes conditions chez eux. Donc c'est aussi un travail itératif d'amélioration progressive. Sur la question de la démocratisation, j'espère avoir répondu avec ce plan dans les 3 départements auprès des quartiers politiques de la ville, avec la création de cette newsletter pour les acteurs du champ social, la participation, l'organisation de séminaires réguliers. On est aussi très présent sur un certain nombre de salons auprès des étudiants, jeunes d'avenir, etc. Enfin, on essaye de vraiment démultiplier les points de contact parce que ça nous semble très important de pouvoir démultiplier les points de contact auprès de ces publics-là. Et ensuite, l'essentiel des crédits du Pass Culture, en fait, ils bénéficient aux acteurs culturels. C'est plus de 90% du budget. Donc, toutes les associations culturelles, tous les lieux culturels bénéficient de tout ça à proportion de ce que les jeunes dépensent. Et ce qu'on constate, c'est que effectivement, certains secteurs fonctionnent mieux que d'autres, et donc on s'efforce de montrer qu'il faut avoir une plus grande diversité. Mais ce qu'on constate aussi, et je réponds à une question que j'avais probablement oubliée, c'est qu'en fait, 70% des dépenses des jeunes se font dans leur département de résidence. Et donc, le Pass Culture, en fait, c'est une politique qui est extrêmement territorialisée parce que les jeunes l'utilisent près de chez eux. Et nous, on a mesuré le département de résidence, mais en fait, il est probable que 70% des dépenses se fassent en fait dans la ville de résidence. Donc, il y a un vrai... le Pass Culture, vous l'utilisez relativement peu loin de chez vous. Vous l'utilisez en général en proximité. Et donc, c'est un projet qui est très territorialisé parce que finalement, chaque territoire en bénéficie à proportion du nombre de jeunes qui vivent dans le département. Alors effectivement, quand vous êtes dans un département où il y a peu de jeunes, il y a peu d'impact. Quand vous êtes dans un département où il y a beaucoup de jeunes, il y a plus d'impact. Mais c'est quand même quelque chose qui est très près du terrain et très, très territorialisé. J'espère ne pas avoir oublié trop de choses. Pardon ? Alors, en fait, on travaille énormément avec les collectivités territoriales. Pour la petite histoire, moi, avant de travailler au Pass Culture, je travaillais pour une collectivité territoriale, donc je suis plutôt très sensible au sujet. Et l'idée, c'est de voir avec les collectivités comment est-ce qu'on référence au maximum leurs offres, leurs lieux, comment on accompagne leurs équipes aussi dans cette utilisation de cet outil numérique, parce que dans beaucoup de services de collectivités territoriales, c'est pas forcément des outils avec lesquels ils sont parfaitement familiarisés, ça dépend, il y a un peu tous les cas de figure. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que finalement le Pass Culture donne de la visibilité à la politique culturelle locale auprès d'un public qui sont tous les jeunes qui vivent dans un rayon de 5, 10, 15, 20 km autour de chez eux. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président Cavalier. Oui. Revenir sur le Puy du Fou, excusez-moi, parce que vous le classez en parc d'attraction, mais le Puy du Fou, ça n'est pas un parc d'attraction. Vous ne pouvez pas comparer le Puy du Fou avec l'Euro Disney. Il n'y a pas de manège au Puy du Fou. C'est au contraire c'est un parc à thème. C'est un parc qui repose sur le spectacle vivant. Il a même eu des prix sur les meilleurs spectacles au monde. Ça n'est pas un parc d'attraction. Bien. Vous voulez répondre ? Non, je prends bonne note et on en reparlera avec le ministère. Madame Bagné, oui. J'ai oublié tout à l'heure, est-ce que les élèves des écoles de production ont connaissance de leur Pass Culture ? C'est vraiment le dispositif d'élèves décrocheurs qui arrivent après Ils ne sont pas en lycée professionnel, c'est l'école de production ou école de la deuxième chance, tout ça Alors, nous, on travaille avec l'éducation nationale sur tous les types de lycées. Et également agriculture, etc. On travaille avec la mission de lutte contre le décrochage scolaire pour voir comment est-ce qu'on peut toucher mieux ces jeunes-là. On travaille avec les grands réseaux de l'apprentissage
Chambre des métiers de l'artisanat, Chambre de commerce, 3CA BTP, IUMM, etc., pour qu'il y ait de la communication auprès des jeunes qui sont scolarisés en dispositif d'apprentissage. On travaille depuis très longtemps avec les écoles de la deuxième chance. Comme je vous le disais, l'idée, c'est vraiment de démultiplier les points de contact sur le terrain. Alors, c'est un travail de très longue haleine parce que, d'abord, vous avez des équipes sur le terrain qui changent souvent. Il y a un bouche à oreille. Mais en fait, le temps passant, la connaissance du dispositif s'améliore, la sensibilité s'améliore et de plus en plus, ces personnes finalement l'intègrent dans leur boîte à outils qui leur permet de dialoguer avec les jeunes et de travailler avec les jeunes. Et on sait à quel point pour ces jeunes-là qui se sentent ou qui sont en marge de l'institution et des dispositifs institutionnels, le contact de terrain, la discussion, la capacité à sensibiliser et à convaincre est fondamental. Et je pense que ça participe du fait qu'aujourd'hui on a 84% des jeunes qui utilisent le Pass Culture. Et bien évidemment, il faut aller plus loin parce que l'objectif c'est de, idéalement, toucher 100% des jeunes. Tout à fait. Bien, je vous remercie, Président Cavalier. Nous allons vous libérer. Merci d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Et je demanderai à mes collègues de rester bien présents encore une quinzaine de minutes puisque nous avons des désignations à faire. 5 minutes ? Oui, 5 minutes, c'est au bas mot, mais 5 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.